Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Caroline Galacteros pour faire un bilan ensemble sur les 4 ans de guerre en Ukraine, revenir sur le bilan militaire et diplomatique, mais aussi sur les déclarations qu'elle a eues depuis le début de la guerre, afin de savoir si elles se sont avérées. Madame Galacteros, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Alors Bonjour. on se retrouve pour faire un point ensemble sur les 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit que vous analysez depuis le début. Et certaines de vos déclarations ont parfois été critiquées, parfois jugées pro-russes, mais certaines, et dans leur généralité, ont été parfois avérées. Alors pour commencer, en 4 ans de guerre, 4 ans après le début officiel de la guerre, quel est selon vous le véritable bilan humain et comment mesurer aussi l'impact générationnel dont on parle peu pour l'Ukraine et pour la Russie? Oui, bah, vous commencez avec une question très lourde qui effectivement porte sur les pertes et sur l'hémorragie humaine de ce pays qui a perdu, alors entre ceux qui sont partis très vite, hein, dès que la guerre a été enclenchée, ou même parfois un peu en amont, en tout cas dès qu'elle a été enclenchée, et depuis, on parle quand même d'une perte par rapport à la population ukrainienne d'avant, de plus de 10 millions de personnes. Donc c'est colossal. Après, quant aux pertes, c'est évidemment un sujet très délicat, très sensible, très compliqué parce qu'il fait l'objet de tout un tas d'instrumentalisation, de biais, et il s'articule en fait sur la volonté d'un camp ou de l'autre d'attester que l'Ukraine gagne, l'Ukraine perd, bon, ou la Russie gagne, la Russie perd. Ce qu'on peut savoir, moi je ne lis pas dans le marc café, donc je ne peux pas vous donner les pertes exactes russes ou ukrainiennes. Je pense qu'à part les états-majors des deux forces, personne ne les connaît véritablement. Et après, c'est une chose de les connaître, c'en est une autre de vouloir les donner. Ce qu'on peut voir, et ce que les analystes les plus sérieux que moi je suis effectivement depuis le début du conflit disent, c'est que le ratio entre les morts ukrainiens et les morts russes est très clairement au détriment de l'Ukraine. Et que ce ratio, en gros, d'après ce qu'on dit, d'après les calculs, d'après les extrapolations, d'après les comptages qui sont faits dans les avis de décès, dans les cimetières observés, enfin voilà, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été mises en œuvre par tous ces gens, qui sont pour la plupart des anglo-saxons. Et en gros, le ratio, c'est de 1 à 6, voire 8, pour les morts et les blessés graves. Donc, on a certains d'entre eux ont dit, et continuent à dire d'ailleurs, qu'il y aurait plus d'un million et demi de morts et blessés graves. Quand on dit blessés graves, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de revenir au front, du côté ukrainien. Donc, et du côté russe, il y a récemment, là, mais il y a périodiquement, mais là, il y a une enquête très récente d'un institut, enfin, qui s'appelle Mediazona, qui recense les pertes russes et qui a dit que ce serait juste pour les morts russes, leur fourchette, c'est 177 à 230 000 à peu près, hein. Bon. Euh, voilà. Donc voilà ce qu'on a comme chiffre. Mais si vous voulez, ce qui est clair, c'est qu'en gros, on peut estimer que pour chaque Russe mort, il y en a au moins 5 il y a au moins 5 ou 6 Ukrainiens qui sont morts. Et ça devrait quand même nous ouvrir les yeux sur la réalité militaire de ce conflit, quelle que soit la volonté qu'on puisse avoir que ça se passe autrement, que l'Ukraine l'emporte, que la Russie soit écrasée. C'est pas le sujet. Il y a une réalité militaire. Et la réalité militaire, c'est que l'Ukraine n'a plus d'hommes, très peu. D'ailleurs, il y a des responsables ukrainiens qui expliquent déjà le général Zaloujine disait en 2023, il nous faudrait 500 000 hommes de plus.
Là, ils disent qu'il en faudrait encore 250 000, ce qui veut dire que peut-être les forces ukrainiennes encore actives actuellement sont aux environs de 250 ou 300 000 hommes, max. Mm. Hein. Je rappelle l'importance de la ligne de front, qui est immense. Donc voilà, l'Ukraine est en manque cruel d'hommes, Mm. cruel. Et sur ces dernières avancées, là, dont on a beaucoup parlé en expliquant qu'ils repassaient à l'offensive, qu'ils avaient des gains, etc., etc. Oui, mais il y a aussi tout un tas d'endroits, de petits endroits qui sont repris avec des petits robots, hein, ce qui laisse quand même penser qu'il n'y a pas tant d'hommes que ça. Voilà. Mm. Donc, les choix stratégiques et les choix tactiques qui ont été faits par les forces armées ukrainiennes et par nous, par l'OTAN derrière qui appuie, ont été extrêmement meurtriers, en fait, pour l'armée ukrainienne, pour les forces ukrainiennes. Voilà ce que Mm. je peux. Bah, justement, si on dresse un bilan strictement stratégique, qui sort réellement renforcé de ces 4 années? Est-ce que c'est la Russie, les États-Unis, la Chine, l'OTAN, ou est-ce que c'est vraiment personne? Vous savez, dans une guerre, qui gagne vraiment, qui l'emporte, ça devrait être la paix qui permette à chacun d'arrêter les frais, d'arrêter ce désastre humain, militaire, économique, politique, géopolitique. Bon. Il est certain que parmi la liste que vous me donnez, la Chine, c'est peut-être la première, Mm. euh, qui voit finalement, certes, son allié, mais aussi un allié avec lequel il faut avoir une relation malgré tout équilibrée et gérer une dépendance, notamment énergétique, qui est la Russie en l'espèce. La Chine voit finalement le fait que la Russie est plus ou moins occupée d'une certaine manière et a beaucoup de ressources diverties euh, pour ce conflit, si vous voulez. Mm. Donc, la Chine, elle a pris l'ascendant, je dirais, politique et géopolitique, puisque la manière dont le conflit a été enclenché et s'est déroulé n'a fait en fait qu'accélérer la dynamique qu'elle patronne avec la Russie, mais qu'elle patronne, qui est celle des BRICS, qui est celle d'une sorte d'alternative globale au système occidental. Donc la Chine, certainement, si on doit dire, il n'y a pas un vainqueur, mais un bénéficiaire, disons, ce serait peut-être elle. Ensuite, l'OTAN, je ne pense pas. Alors vous allez me dire, mais il y a deux nouveaux pays qui sont entrés, la Suède et la Finlande, dans l'Alliance, donc elle s'est renforcée, etc. Oui, mais enfin, l'OTAN aussi a démontré que, à part sa capacité de harcèlement, à la fois par des manœuvres et verbales surtout, et voilà, d'agressivité, de soi-disant dissuasion vis-à-vis de la Russie, en fait, la Russie a peur sans doute d'un affrontement avec l'OTAN, mais je vois mal l'OTAN se lancer à l'assaut de la Russie, si vous voulez, en Mm. l'état, en l'état, voilà. Ensuite, les États-Unis. Bon, bah, les États-Unis, oui, on ne peut pas dire qu'ils soient vaincus, si vous voulez, puisqu'ils ont quand même été clairement avec les Anglais, mais les États-Unis plus que tout autre, à l'origine non seulement de l'élargissement de l'OTAN, qui a fait qu'on est arrivé à cette situation extrême, et qui a provoqué la réaction de Moscou finalement, donc, eux, ils ont été derrière tout ça. Ils ont permis Maïdan, ils ont permis le renforcement et même la création en grande partie des forces armées ukrainiennes et des services ukrainiens. Et aujourd'hui, avec Trump, eh ben, finalement, après avoir bien nourri toute cette conflictualité et aussi d'ailleurs avoir coupé l'Allemagne de la Russie au plan énergétique, enfin, ça a permis énormément de choses en termes de domination économique des États-Unis sur l'Europe. À partir du moment où Trump est revenu, on a dit, bah écoutez, maintenant les Européens, bah, en fait, la guerre en Ukraine, c'est votre problème, quoi. Si vous ne voulez pas l'arrêter, poursuivez-la, payez pour. Et d'ailleurs, ça a servi aussi aux États-Unis à encourager et même à demander à tous les membres de l'OTAN de prendre 5% de leur PIB pour acheter des armes globalement américaines, quand même. Hein, bon. Voilà, quand on dit le renforcement des capacités de l'OTAN, c'est surtout le renforcement du système militaro-industriel américain. Et donc, les États-Unis, de ce point de vue-là, ne sont pas en si mauvaise posture. Il ne faut pas
il faut qu'ils essaient d'une certaine manière, s'il devait y avoir à un moment donné, ce que j'espère, un accord vraiment stratégique avec la Russie, entre la Russie et les États-Unis, ce que voulait faire Trump quand il est arrivé, mais c'est devenu compliqué depuis. Mm. Euh, ils vont faire en sorte, à mon avis, que les Européens doivent récupérer et d'ailleurs reconstruire, pourquoi pas, et en tout cas payer, et en tout cas accueillir peut-être l'Ukraine même dans l'Europe, et de dire, bah, écoutez, c'est pas notre problème. D'ailleurs, ils se posent en médiateur, ce qui est quand même énorme, si vous voulez. Mm. C'est énorme. Ils se mettent au centre alors qu'ils sont clairement l'une des parties au conflit, indirect. Et pourtant, il y a des responsables américains qui l'ont avoué. L'Ukraine est notre proxy, etc. Bon, ça a été dit et redit. C'est pas moi qui l'invente. Donc, les États-Unis gagnent. La Russie. Alors, est-ce que la Russie gagne? Militairement, oui. Et je pense que là, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, parce qu'on explique qu'elle perd, qu'elle est en train qu'on veut sa défaite stratégique, etc., etc. On en est quand même très loin, parce Mm. que notre raisonnement est basé sur un mensonge initial, qui était de dire la Russie veut prendre toute l'Ukraine. Elle veut prendre toute l'Ukraine. Alors évidemment, si elle veut prendre toute l'Ukraine et qu'au bout de 4 ans, elle en a que 20%, c'est pas vraiment une victoire, oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas le sujet, c'est pas vrai. Mm. La Russie ne voulait pas prendre toute l'Ukraine. La Russie a lancé l'opération militaire spéciale essentiellement pour faire un coup politique à Kiev, comme on l'avait fait nous à Maïdan, c'est-à-dire pour changer ce pouvoir, pour venir au secours des républiques du Donbass qui étaient en train de subir les premiers assauts d'une reprise extrêmement violente de la part des forces armées ukrainiennes qui a été enclenchée une grande semaine avant le 24 février 22. Et surtout, et avant tout, pour sortir l'OTAN et la CIA du territoire ukrainien et pour reneutraliser, pour refaire de l'Ukraine une zone neutre, tampon entre l'OTAN et ses frontières. Bon, Mm. pour des raisons sécuritaires, pour des raisons militaires, à vrai dire, très évidentes, qui tiennent à la rapidité de riposte possible. Voilà, bon. Donc tout ça a été dit, redit, mais évidemment, nous, on n'explique pas ça. Voilà, on explique que la Russie a une visée impériale et maintenant on nous explique même qu'elle envisage carrément de prendre l'Europe. Bon, donc militairement, la Russie a la main. Le problème, c'est politiquement, comme personne ne veut de paix, comme personne ne renonce finalement à l'idée alors en parlant du fait que l'Ukraine pourrait vaincre, etc., c'est des mensonges patents. Mais sur le thème, il faut maintenir cette espèce d'abcès purulent parce qu'on ne peut pas trouver les voies d'un accord de paix, parce qu'évidemment, les voies d'un accord de paix aujourd'hui, elles doivent se baser sur la réalité militaire. Et la réalité militaire ne nous est pas favorable du côté occidental. C'est évident. Donc l'Ukraine devrait, si on voulait la paix, faire des concessions territoriales. C'est, c'est le b.a.-ba. Voilà, Mm. c'est le b.a.-ba. La grande question, c'est, voilà, on a tout ce narratif sur Poutine bluffe, Poutine ment, la Russie est faible économiquement, etc., etc. Oui, elle a des problèmes, oui, il y a de l'inflation, mais enfin, si on regarde l'état de l'Europe et l'état de l'économie russe, avec toutes les sanctions, au bout de 4 ans de sanctions, et avec un conflit de cette ampleur, moi, je trouve qu'elle s'en sort, entre guillemets, elle résiste, elle a démontré une très forte résilience, et au plan diplomatique et géopolitique global, bah, elle a renforcé son alliance avec la Chine. Alors, vous me direz, oui, c'est peut-être le baiser de la mort chinois. Elle aurait préféré avoir des relations plus équilibrées avec l'Europe et avec les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je dirais que c'est notre vindicte occidentale très Mm. ancienne, qui a produit tout ça. Donc, euh, je pense que Vladimir Poutine et le Kremlin, enfin le pouvoir russe, est dans une situation compliquée parce qu'il faudrait que politiquement, soit reconnu un certain nombre de choses sur le terrain pour que on arrive à une dynamique qui fasse qu'on arrête ce conflit. Maintenant, est-ce que si ça dure encore des années, elle va se lasser?
où elle va renoncer à des choses fondamentales? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est gagnée ou perdue. De toute façon, il n'a pas eu finalement d'autre choix que d'intervenir, si on se replace dans le contexte à l'époque. Oui. Voilà. C'est pas une décision qu'il a prise la veille au soir, si vous voulez. C'est toute une montée des périls et surtout le choix cornélien entre soit j'y vais et je prends le risque d'entrer dans quelque chose de compliqué, d'où je vais peut-être pas pouvoir sortir si facilement et qui va durer. C'est pour ça qu'on a fait avorter les accords d'Istanbul, que Boris Johnson est allé immédiatement dire à Zelensky, il s'agit de faire la guerre et pas la paix. Donc Poutine, il s'est dit, bon, je prends ce risque-là. Et au départ, il avait une toute petite, il avait une toute petite force, hein. Il avait une force de 150 000 hommes. On ne prend pas l'Ukraine avec 150 000 hommes. Mm. Faut être sérieux. Donc, c'était pas du tout. Il avait dimensionné une opération militaire spéciale. Bon, mais depuis, évidemment, on n'en est plus du tout là. Voilà. Soit il ne faisait rien, et c'est politiquement à l'intérieur qu'il aurait eu des problèmes. Mm. Parce que le Donbass aurait été repris avec, on imagine bien, le massacre qui aurait eu lieu là-bas. Mm. Il y a aussi la question de la déstabilisation de la doctrine nucléaire russe qui a souvent été évoquée. Dans quelle mesure pensez-vous que cette dimension influence encore l'évolution du conflit et la stratégie occidentale notamment? Ben, c'est là que moi je suis très inquiète parce que je trouve qu'on ne prend pas du tout la mesure Mm. euh, de ce que c'est que la dissuasion nucléaire, l'équilibre des forces, la puissance euh, en matière nucléaire russe. Et effectivement, ils ont révisé à plusieurs reprises depuis le début du conflit leur doctrine dans le sens de se donner plus de marge si jamais il venait à l'esprit des Occidentaux ou même des Américains la folie d'une tentative de frappe de décapitation à laquelle ils devraient réagir, qui mettrait vraiment en péril la nation ou l'État russe. Donc ils ont révisé leur doctrine. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on continue les provocations. Mm. On continue sans arrêt les provocations. L'attaque sur la résidence de Poutine, qui est aussi le centre de commandement de la triade nucléaire. Il y a quelques jours, on se met le SVR alerte, parce que le SVR passe son temps. Alors, il y a peut-être des choses qui sont fausses. Très bien, ce sont des services de renseignement, comme tous les services de renseignement du monde, hein, ils ne disent pas que des vérités, c'est évident. Mais là, quand on demande une réunion à l'ONU, quand on explique qu'on a des éléments disant que peut-être deux puissances nucléaires, en l'espèce la France et la Grande-Bretagne, envisageraient de donner les moyens à l'Ukraine d'une bombe sale ou d'une bombe nucléaire tactique, est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça signifierait? Mm. Alors, on a le vice-président Medvedev qui s'est empressé d'expliquer ce que ça signifierait. Hein, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est une guerre nucléaire qui est déclarée à la Russie via l'Ukraine et que donc elle se réserve le droit de répliquer, non seulement sur l'Ukraine, mais éventuellement sur ceux qui, en fait, permettraient à l'Ukraine de faire ce genre de choses. Mm. Donc, on est dans une situation quand même extrêmement volatile. Il y a clairement, depuis cette attaque sur la résidence de Valdaï, avortée, mais dont les preuves existent que c'était bien la cible. Il y a un durcissement clair de Moscou. Il y a aussi bien sur le terrain d'ailleurs que dans la négociation. C'est-à-dire les Russes commencent à se dire, bon, on essaie de discuter depuis Anchorage avec Trump, mais manifestement, il n'a pas toute la marge de manœuvre qu'il lui faudrait pour que ça donne quelque chose, à supposer qu'il l'ait vraiment souhaité dès le début. Mm. Voilà, donc il est un peu repris, Donald Trump, clairement par la CIA, par l'État profond, par certains au Pentagone, par son secrétaire d'État. Voilà, il ne fait pas ce qu'il veut, clairement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs tracks de diplomatie, si vous voulez, de négociation. Mais pour l'instant, c'est l'impasse. Et les Européens ont joué dans cette phase depuis un an, à mon avis, un rôle vraiment très défavorable à la paix, à un apaisement, à la recherche d'un compromis, Mm. si vous voulez.
Bah, Donc, vous avez justement parlé à plusieurs reprises, vous, de l'importance en fait, de relancer une diplomatie inclusive entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. Quels mécanismes diplomatiques concrets pourraient encore aujourd'hui être envisagés, si c'est possible selon vous, pour justement sortir de cette impasse? bah, ça commence par, j'allais dire, par un peu d'honnêteté intellectuelle. Il faut avoir envie de faire de la diplomatie. Je rappelle qu'en Europe, depuis 4 ans, on ne parle pas à Vladimir Poutine. Mm. On ne lui parle plus. Il y a pas. Hein. Il y a pas. Voilà. Alors on peut dire, oui, il y a un émissaire secret, il y a un Sherpa qui se Enfin, c'est pas sérieux. Mm. La gravité des enjeux fait que nous devrions avoir en Europe des diplomates pragmatiques, réalistes, mandatés, dûment, pour avoir des lignes de dialogue. J'espère qu'il y en a entre les services de renseignement, mais ce n'est même pas sûr, même plus sûr. Alors que généralement, le renseignement, c'est généralement le domaine qui reste toujours en place, parce que entre espions, bon, on se comprend, quoi. Voilà, on comprend la gravité des choses, on sait ce que c'est que la guerre. Bon. Mais donc il y a un refus, il y a un déficit total, en fait, de volonté diplomatique. Donc, on espère un truc qu'on ne peut pas obtenir. On dit que c'est le b.a.-ba. On espère la capitulation de la Russie qui a la main territorialement. C'est une contradiction dans les termes. C'est impossible. Ça ne peut pas se produire. Donc, à partir du moment où on est sur de telles bases, parce qu'en fait, on refuse d'avouer ce qu'on a voulu faire, on refuse d'avouer que ça a été un échec, on refuse d'avouer que l'Ukraine en est là aussi parce qu'on l'a poussé, et que mathématiquement, c'est pas possible, en fait, de l'emporter contre la Russie. Et donc, on continue dans le déni parce que sinon, bah, il va falloir affronter quand même un certain nombre de vérités et de responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faudrait arriver, déjà, il faudrait un minimum de confiance. Or, la confiance, elle est sans arrêt mise à mal. Sans arrêt. Puisque Mm. les forces ukrainiennes agissent avec les moyens, notamment satellitaires et de renseignement occidentaux, dans leur provocation vis-à-vis de la Russie. Donc c'est quand même très compliqué de faire ce genre de choses tous les jours ou tous les 2 jours, et puis de dire on va discuter. Donc il y a un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit on veut sacrifier complètement l'Ukraine et les Ukrainiens, mais pour quel bénéfice ultime? Ça reste quand même une question. C'est quoi l'idée? Est-ce que c'est le nouveau mur? Est-ce que c'est faire de la Russie un État paria par rapport à l'Europe? Est-ce que c'est casser à jamais tous les liens entre ces deux parties-là du continent eurasiatique, l'UE et la Russie? Qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est Mm. ça, moi, que je me demande de plus en plus, si vous voulez. À part sauver la mise, bon, bah, de leaderships européens qui se sont en fait complètement égarés, enfin égarés depuis 4 ans, parce qu'ils suivaient la ligne démocratique, enfin des démocrates américains et des néoconservateurs démocrates américains. Parce que tout ça, ça remonte à très loin. Donc, tant que c'était Biden, il y avait une espèce d'harmonie, je dirais. Trump a essayé de bouger la chose, mais il n'y arrive pas, en fait. Il Mm. n'y arrive pas pour l'instant. Donc, Alors, je suis assez, voilà, je mm. suis assez pessimiste, en fait. Justement, pour clôturer cet entretien, certains analystes estiment que la guerre peut durer encore plusieurs années, voire une décennie, avant qu'une issue politique ou militaire soit trouvée. Qu'est-ce que vous pensez de ça et quelles sont vos estimations objectives par rapport à tout ce que vous avez analysé? Ouais, c'est difficile de savoir combien de temps ça va durer. Ça pourrait s'arrêter demain, hein. Ça pourrait s'arrêter demain. Mm. Mais Il vous y suffit croyez que pas trop? Trump. Non, j'y compte pas, mais Trump parle à Poutine sérieusement, honnêtement. Un accord territorial est fait qui va amputer l'Ukraine d'une partie de son territoire, c'est évident. Il y a la question des sanctions Mm. contre la Russie.
Et en échange, il y a quand même un certain nombre, probablement, de concessions qui peuvent être faites du côté russe. Mais ils vont pas les faire pour rien. Et de toute façon, il va falloir reneutraliser l'Ukraine. Or, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire, on va mettre des troupes dès qu'il y aura un cessez-le-feu. Donc ça, on peut pas dire que ce soit vraiment une incitation à faire un cessez-le-feu, hein, si vous êtes russe. On voit pas très bien, parce qu'en fait, ils ont fait la guerre pour ne pas avoir trop de troupes de l'OTAN ou de troupes européennes sur le territoire ukrainien. Donc, bon, enfin, tout ça est absurde. Mm. Donc, il faut, à mon avis, qu'il y ait un accord au sommet entre Américains et Russes qui englobe le sort de l'Ukraine, mais qui gère le véritable problème que Poutine a essayé de mettre sur la table maintes et maintes fois, pour l'instant en vain, qui est la refonte d'une sécurité européenne. C'est quand même très, très important. Mm. Voilà, donc ça, c'est un équilibre stratégique, c'est un équilibre des forces, c'est que peuvent faire les États-Unis ou les pays de l'OTAN, par exemple dans la zone ex-pacte de Varsovie qui a été absorbée par l'Alliance, que peut faire la Russie, et il faut reneutraliser l'Ukraine, c'est sa meilleure sécurité. Mm. Voilà, sauf que, bon, on voit bien qu'on a des pouvoirs politiques qui n'ont pas du tout envie de ça, en fait. Donc ça peut durer encore très longtemps. À partir du moment où on joue l'usure, où on continue à croire qu'on va arriver à défaire stratégiquement la Russie, en se disant, bah, peut-être dans 10 ans, voilà, on les aura épuisés, on les aura ruinés, Poutine sera mort. Mais je rappelle aussi, et je sais que c'est très difficile à entendre, mais si vous regardez le spectre politique russe, Poutine est, comme je le dis toujours, un marionnettiste qui croit à la politique. Il ne faut pas oublier que quand il est arrivé au pouvoir il y a 25 ans maintenant, euh, il a fait plus que des appels du pied à la fois à l'Union européenne et à l'OTAN. Mm. Moi, je me souviens toujours du premier papier que j'avais écrit, je crois bien que c'est le tout premier dans le Point, à l'époque, euh, en 2014, où j'avais parlé d'un dépit amoureux. Et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que nous bénéficions encore aujourd'hui, dans ce conflit, du fait que Vladimir Poutine, probablement, est un amoureux dépité depuis très longtemps, ne se fait plus beaucoup d'illusions, mais croit encore qu'il peut y avoir un accord global, essentiellement avec les États-Unis, parce qu'il a compris que l'Europe était, comment dirais-je, sous tutelle d'une manière ou d'une autre, même Mm. si elle prétend à sa souveraineté stratégique, etc. La réalité n'est pas là. Et donc, c'est pour ça qu'il reste encore très modéré, et vous remarquerez, le jour après jour, qu'il ne répond pas du tout Mm. à toutes les provocations qui sont faites. Et c'est dangereux aussi, parce que plus ça va, plus on lui en fait des graves. Parce qu'on attend qu'il réponde. Pour enclencher je ne sais quoi, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on va pouvoir enclencher avec un minimum de sécurité, mais je veux dire, on le pousse au pire. Voilà. On le pousse au pire. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Mais le problème, c'est que nous avons aussi, nous sommes une génération de dirigeants à l'échelle européenne qui ne sait absolument pas ce que c'est que la guerre, qui ne la fait pas, qui ne la pense pas probable, et qui s'imagine que tout ça peut être géré finalement par des pressions. euh, voilà, de la même manière que Donald Trump met une armada aux portes de l'Iran et s'imagine que l'Iran va capituler. Mm. Et c'est une méconnaissance très profonde des ressorts euh, de certaines nations très anciennes, voilà, qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas comme nous de ce point de vue-là. On peut dire que c'est des dictatures, des régimes épouvantables, etc. Mais pas seulement. Il y a une forme de cohésion entre les populations et les structures d'État ou les structures nationales qui essaient de les défendre. C'est toujours la même chose. Si vous êtes étouffé par des sanctions depuis 20 ans, bon, la Russie, ça fait pas 20 ans, mais l'Iran, ça fait 20 ans, bon, bah oui, vous en avez peut-être assez du régime, comme vous dites, comme on dit, mais vous avez bien
compris que si on voulait vraiment vous aider, on lèverait juste les sanctions, en fait. Voilà, hein? Donc, on voit bien que c'est pas le sujet. On voit bien que c'est pas le sujet. Voilà. Et malheureusement, les peuples, à la fin, sont toujours les victimes. Oui. Tout à fait. Eh ben, en tout cas, Madame Galacteros, je vais vous libérer, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Je Et vous en puis, prie. on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Et vous pouvez me revoir sur Paix et Guerre. Voilà, Parfait. très régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!